Le grand retour de Charlie Kent, il est bien qualifié, il est arrivé à seulement 5 séjours, et il commence donc sur le bord du côté de l'espace de l'Europe. C'est une continuité avec le suivant. Donc, Epic Movie, et Dieu que je déteste ce film. Prend place, on rencontre 4 enfants, enfin ici ce sont des ados mais eux ils disent que c'est des enfants, mais pourquoi gâcher leur plaisir, qui bien sûr seront partis dans une grande aventure jusqu'à Narnia. Pourquoi Narnia d'après vous? Parce que c'est cool. Et donc ces 4 enfants vont rencontrer des rebelles pour combattre la pute blanche. Joli jeu de mots, sorcière blanche, pute blanche, ouais, mais bon. Déjà le scénario qui est brièvement résumé, ça c'est une parodie de Narnia. Jusque là ok je veux bien, mais seulement le problème c'est qu'ils font souvent référence à des films qui n'ont presque rien à voir avec Narnia. Bon ok ils se critiquent enfin contrairement parce que c'est leur deuxième film, enfin chronologiquement c'est leur deuxième film Epic Movie. Mais moi je considère comme étant leur deuxième film, leur deuxième pire film de leur filmographie. Et le plus gros morceau, vous êtes tous d'accord, c'est Disaster Movie. Donc, juste avant que The Biggest Movie of All Time arrive, mais ça c'est une autre histoire. Donc, pour ce qui est des références, il y a Pirates des Caraïbes, le deuxième. On a quoi? Narnia, ça j'ai déjà dit. On a le remake de Charlie à la chocolaterie. Déjà une chose. Quand est-ce que vous allez laisser Tim Burton tranquille, quoi? Je veux dire, le remake de Charlie à la chocolaterie, je trouve que c'est un très bon remake. L'original, il a très mal vieilli, je veux dire. Et qu'on n'aime pas le style du bonhomme, c'est une chose, mais là à dire que encore il faut qu'il s'en aille parce qu'il n'apporte plus grand chose, etc. Oui, mais non, parce que Tim Burton, ça reste quand même un réalisateur qui est resté longtemps dans les mémoires, donc surtout grâce à son style et ses films, donc voilà, faut pas lancer trop vite la pierre, même si, quand 1 ou 2 films sont mauvais chez lui, donc voilà quoi. Comme d'autres références, il y a aussi Da Vinci Code au tout début du film avec un acteur, David Carradine. Non, je vous assure, David Carradine est dans un film de merde. Mais heureusement c'est l'un des seuls acteurs qui ne reste pas longtemps dans le film, et ça c'est quand même un point positif parce que David Carradine il est mort d'une manière assez tragique. Je passe quand même à ce grand acteur de la série Kung Fu et des Kill Bill, franchement celui, et aussi qu'il y a eu son combat mythique entre lui et Michael J. White dans une scène coupée de Kill Bill 2, donc doutez bien. Et franchement, pour revenir sur le film, je vais y revenir sur le fait que les personnages de tout ce film, si on appelle ça un film, sont tous très cons. Enfin, quand je parle de cons, surtout, c'est surtout les personnages principaux, je veux dire, dont l'un des acteurs qui est joué par Kel Payne, qui était un simple figurant dans Superman Returns. Enfin, moi, je sais qu'il a joué dans ce film, mais je ne l'ai pas vu longtemps dans le film. Pour ce qui est des autres acteurs, à savoir le blondinet qui a déjà été vu dans Sexy Movie, puis il y a une rousse dont je ne sais même pas d'où elle vient, et la noire, je ne sais pas non plus d'où elle vient non plus. Pour la petite histoire de chacun d'eux. Pour la rousse, bien sûr, c'est avec la scène avec Carradine. Elle voit bien sûr que son oncle est en train de faire le breakdance, parce que bien sûr, pour Freebird et Setzer, le breakdance c'est rigolo. Non, c'est une danse. C'est pas une blague, c'est une danse, je suis désolé. Et pour un seul truc très simple, la rousse en le voyant danser, alors que normalement il est censé être couché à la base, couché et être soi-disant presque mort, on le voit ressurgir, on le voit debout, et elle, au lieu d'être étonnée en voyant que son oncle s'est levé, elle a fait des gens « Oh, vous faites une lettre non, dis, ton oncle est levé, ça doit te surprendre, quoi, il est censé mourir à la base, je sais pas, mais... » Et ensuite, le coup du prêtre masochisme, moi je m'en foutais complètement.
c'est juste hard et complètement inutile. Puis il sort du blondinet qui est bien sûr dans une école de mutants qui a déjà été, qui je rappelle à ces deux connards, ça a déjà été fait dans Scary Movie et dans Super Hero Movie. Le truc ici c'est que bien sûr ce blondinet kiffe pour Mystique, joué par Kamen Electra pour la troisième fois, enfin pour la deuxième fois chronologiquement, mais pour moi c'est la troisième fois. Et bien sûr on voit des personnages des X-Men complètement démolis, que ce soit Tornade, que ce soit Cyclope ou que ce soit Mystique, elle est déjà, et que ce soit Wolverine aussi. Alors Wolverine franchement ils osent même reprendre le même gag que dans X-Men 1 quoi. Le moment où Wolverine il fait ça quoi. Ils sont vraiment fainéants je veux dire. Une parodie, c'est pas seulement faire référence à un film, mais c'est aussi inventer des gags par rapport à ce film. Si vous reprenez des gags, ça ne sert à rien quoi. Et après vous vous étonnez que beaucoup de parodies ne dépasseront jamais le succès de Scary Movie, donc vous croyez quoi? Mais le plus raté des mutants dans ce film, c'est Magneto. Pourquoi? On lui a rajouté un espèce d'aimant sur son casque. Quoi? Le casque seulement, c'était pas assez pour vous? Je sais pas, mais le Magneto tel qu'on le connaît, il avait juste le masque, quoi, et ça suffisait. Et c'était quelqu'un de, certes, assez violent avec les humains, mais c'est aussi quelqu'un de sage, c'était quelqu'un aussi d'assez puissant. Là, il passe trop pour un débile profond. Puis quant à Kelpen, ça je m'en foutais un petit peu. Juste parce que, bien sûr, il est dans une espèce de orphelinat catholique, parce que, ouais. Et bien sûr, juste parce qu'il ne voulait pas manger, il y a donc son professeur qui est un malade des nachos, puisque dans les nachos c'est des Doritos, parce que là, la seule excuse de cette référence qu'il va faire à un film de Jack Black, c'est juste pour des produits de consommation comme les Doritos. Ouais. Franchement, mettre ça gratuitement comme ça dans une parodie, c'est juste maladroit quoi. Et surtout que bien sûr, Kel Pace, je m'étais bien amusé sur ce film parce que le mec, je vous ai sorti 2 scènes où il est juste détestable ce personnage. Autant je l'adorais dans Superman Returns. Mais là, dans Epic Movie, mais c'est t'as envie de lui donner des claques, c'est pas possible. Et quant au troisième personnage, ça, c'est une référence à des serpents dans l'avion. Ah oui, moi ce que je trouve assez sympa, moi je sais pas trop pourquoi des gens détestent ce film. Oui, c'est vrai que le scénario a l'air d'une série B, c'est vrai. Quelqu'un qui lâche des serpents dans un avion. Mais voilà, je trouvais qu'au final ça donnait un bon petit divertissement comme ça. C'est sympa à regarder. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa à regarder. Mais bon. Et bien sûr, comme le personnage principal Samuel L. Jackson, comme ces deux couillons l'ont remarqué, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'ils ont juste repris la scène où Samuel Jackson sort et il fait... Là, trop c'est trop. J'en ai ras le cul de ces avions dans ce putain d'avion de merde. Non, désolé. Excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. C'était ras le cul de ces serpents à la con dans cet avion de merde. Voilà. Désolé pour la faute. Et bien sûr, ils te le font 3 fois. Et comme on dit dans les règles, jamais plus de 3 fois. Parce que 1 fois, 2 fois, ça va. 3e fois... ça peut aller, mais on commence à en avoir marre. Et au-delà de 3 fois, on en a assez. Et le problème de ces deux Gugus, c'est qu'ils vous en font des tonnes. Et là, et en plus, ils te font même une justification pourquoi ce personnage de Samuel L. Jackson dit cette phrase, rajoute ce putain de serpent à la con dans cet avion de merde. C'est parce qu'il est Samuel L. Jackson. Non, moi, si je vois Samuel L. Jackson, ça m'étonnerait qu'il va me dire quasiment à la tronche cette phrase. Non, pour moi, ça va pas.
Et je passe sur le fait qu'ils font un gag où Paris Hilton se fait écraser. Sachez que ce gag a déjà été utilisé dans Spartatouille, souvenez-vous. Et je passe aussi sur la scène où ils vont dans la chocolaterie de Willy Wonka. Je vois pas vraiment le lien avec Narnia parce que Charlie et la chocolaterie, je vous rappelle, c'est un film plus fantastique sous forme de parc d'attractions, alors que Narnia c'est vraiment de l'heroic fantasy. Et que puis c'est de l'heroic fantasy, ça aurait dû parodier les films d'aventure. Superman, bon, ça fait super-héros, ok, on peut le classer dans l'aventure. Mais voilà, des films comme un film Jack Black au début du film, le Da Vinci Code, ça c'est plus policier. Bon, c'est peut-être un peu avec l'aventure, mais pourquoi pas. Les serpents dans l'avion, moi je considère presque comme un genre de film d'horreur. Enfin, pas vraiment un film d'horreur, mais un film d'action un peu horrifique. Et voilà. Et quant au reste, voilà, je veux dire. Après c'est un truc, mais voilà. Mais revenons. Mais là, sérieusement, j'aime bien un gag. Enfin, elle n'est pas drôle, bien sûr, mais ce gag m'a pas fait rire parce que j'ai trouvé ça drôle, mais il m'a fait rire parce que c'était complètement con d'avoir mis ce gag, quoi. Je veux dire, le personnage qu'elle paye, il dit oh, un taureau de cacao, et lui, comme un gamin, il fonce, il va bien sûr manger le cacao comme d'habitude, et bien sûr jusqu'au moment où Willy Wonka, joué par Crispin Glover, encore un bon acteur qui fait une belle chute de sa carrière, tout comme David Carradine. Et ça m'étonne pas que David Carradine s'est suicidé un peu après. Mais Crispin Glover, lui, et que David Carradine, lui, il a eu l'intelligence de suicider, alors que Crispin Glover, non. Enfin, je ne déteste pas Crispin Glover, mais ici dans ce film, il ne sert quasiment à rien. Donc, et bien sûr, Crispin Glover, déguisé en Willy Wonka, lui dit que c'est du caca tout court. Et bien sûr, le KP, en apprenant que c'était du caca, il rejette tout. Déjà, ça montrait à quel point les seuls trucs qu'ils inventent, soi-disant, c'est soit sur de la merde, ou soit sous des trucs soit des trucs qui devaient être censurés, comme la zoophilie, la nécrophilie et j'en passe. Et franchement, voyons le résultat de cette scène, c'est juste ignoble. Et je vous parle pas de la scène où bien sûr Willy Wonka donne son plan du comment sur quoi c'est quoi ses aliments secrets pour sa marque de fabrication des membres humains. Ça, je trouvais ça prévisible à un point, parce que bien sûr ça se voyait à des kilomètres, quoi. Je veux dire, au moment où Willy Wonka dit c'est du caca tout court, en réalité, enfin en parlant du cacao, ça se voit directement qu'en fait c'est pas du vrai chocolat. Si c'est pas du vrai chocolat qu'il fait, alors ça veut dire qu'il met autre chose dans ses aliments, quoi. Enfin, soit il met autre chose dans ses aliments et que le chocolat que que le personnage principal ont pris et qu'ils ont eu le billet d'or, c'était de la merde congelée. Fuck la logique de la parodie. Et pourquoi fuck la logique de la parodie? Puisque la parodie, c'est censé comment dire, c'est inventer des gags en se référant à des films. Ça, je suis d'accord. Mais seulement donc pour certains gags, même si c'est un délire et que où tu dois te lâcher, t'es censé faire un délire qui doit plaire à tout le monde. Enfin, pas toujours à tout le monde, mais que ça c'est un bon rythme, et que ça donne une certaine cohérence à l'histoire. Même si le scénario se limite à un enchaînement de gags, il faut que ces gags aient un petit sens. Il faut pas que ça soit jeté comme ça pour dire voilà, c'est un gag. Pour moi, ça va pas. Et bien sûr, j'ai oublié de parler de la musique, mais la musique est jouée par Howard Shore. Pour ceux qui ne connaissent pas Howard Shore, c'est le compositeur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, du Hobbit et du troisième film Twilight, qui, avec le premier, est l'un des seuls films Twilight à être acceptable. Et
Et bien sûr, ici Howard Shore, il fait une très bonne musique, ce qui est quand même ironique parce que ce film est totalement merdique. Et franchement, ces films, maintenant que j'y pense, cette parodie, ils sont un peu du même niveau que Le Fils du Masque en fait. Ils t'envoient des gars qui sont pas drôles, des jeux de mots qui sont vraiment foirés, que ça, ce n'est même pas drôle du tout. Et que souvent, certains gars qui sont envoyés comme ça, sans grande prétention, et nous on se demande pourquoi il y a ces gags là. Mais autant Le Fils du Masque, c'était plus un film raté pour son réalisateur parce que le réalisateur qui est le réalisateur de comme Chien et Chat, ici c'est son deuxième film. Franchement, c'était un film foiré, mais ici pour Epic Movie, c'est un film encore plus foiré. Et les plus foirés, encore comme référence, c'est bien sûr c'est Narnia et le Pirate des Caraïbes que je vous mets en passe directement. Et qu'est-ce qu'il faut dire après? Quand je parlais de la rousse qui était la rousse elle est énervante, mais il y a aussi un autre moment, c'est la noire il dit, on peut pas rester là, il faut qu'on sorte d'ici. Enfin ça c'était après que Willy Wonka a demandé à ses hommes de main de les arracher les couilles, les organes et la tête, et qu'on les retrouve comme ça, clean. Moi ce qui aurait pu rendre drôle, c'est qu'à un certain moment le personnage dit, mais d'accord, on veut bien sortir, mais pourquoi on a encore nos organes, nos couilles et nos têtes sur nous, quoi? Pourquoi on les a toujours gardés? Enfin, je suis comme ça, mais ici, on les a survolés, c'était pas trop grave. Bien sûr que c'est grave, ça nique un peu la logique du pourquoi les personnages sont toujours vivants alors qu'ils se sont fait massacrer, c'est n'importe quoi. Et quand la rousse, et le noir, quand elle disait bon, on peut pas rester là, il faut sortir. Et la rousse, devinez qu'est-ce qu'elle dit? Oh mais il faut faire quelque chose, hein, il faut sortir d'ici. Merci Madame Capitaine Obvious. Et après il y a la scène de l'armoire qui a déjà été vue dans la bande-annonce. Il y a le truc de Naya complet, on a le faune qui justifie le fait pourquoi c'est une créature mi-homme mi-chèvre, parce qu'apparemment son père s'est tapé une chèvre et tout ça. Il n'y avait pas une justification beaucoup plus simple pour dire que c'est un faune, je sais pas. Est-ce qu'il pouvait pas dire qu'il était déjà né comme ça, ou alors que c'était une malformation génétique, quelque chose comme ça? Enfin, au lieu de dire directement que ça a été un viol zoophile, je sais pas, mais attends, il n'y a pas que ici, il y a aussi un autre truc, de l'autre côté, un autre personnage qui dit la même chose, mais je vous le dirai par la suite. Et bien sûr, sans parler de Monsieur Castor qui apparemment il est en kiff avec le faune. Et franchement, il y a un truc que je comprends pas. On a une créature mi-homme, mi-chèvre. On a un castor qui sont amoureux l'un de l'autre. Et bien sûr, j'ai dit bien aucun, les personnages principaux ne se posent la question. Est-ce qu'ils ne sont pas dit que... Mais enfin, c'est pas possible. C'est deux créatures, ils ne peuvent pas être ensemble, quoi. Il y en a un est moitié humain et l'autre il est complètement animal, c'est n'importe quoi. Mais non, eux, ils s'en foutent, ils sont contents. Franchement, à croire que ces deux Gugus, ils étaient pour la nécrophilie et la zoophilie, pour mettre des trucs comme ça, c'est pas possible. Et la scène Harry Potter, inutile, je vous la passe. Et aussi cliché que ça, c'est juste vraiment incroyable. Et surtout après, Kai-Pei s'est fait prisonnier. Bien sûr, comme c'est le personnage le plus con de tout le film, il se fait attraper. Et bien sûr, il rencontre Jack Sparrow, complètement massacré, je vous le dis. Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est l'une des meilleures sagas qui a été fait. Le quatrième, à part peut-être le quatrième, parce que celui-ci, il était quand même décevant. Mais en général, les Pirates des Caraïbes étaient excellents. Et ici, ils te font le jeu de mots le plus pourri que j'ai jamais entendu. Jack Sparrow, Jack sous l'eau. La prochaine fois que j'entendrai Friedberg et Seltzer, ce sera réfrigérateur et annihilateur, voilà. Et ensuite c'est le camp de Aslo. Pour ceux qui connaissent Narnia, Aslo c'est le lion, c'est le chef
des rebelles qui va venir après, l'un des chefs spirituels de Narnia. C'est un lion, quoi. Mais ici, dans ce film, c'est un mi-humain. Justification, son père s'est tapé une lionne. Vous vous souvenez du faune? Ben là, c'est la même chose. Ces mecs-là, ils me mettent en rogne à ce moment. Je vais m'énerver s'ils continuent à faire des trucs stupides. Et devinez quoi pour que Aslo il aide les enfants? Ben il les demande de faire quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Très simple. Ben il couche avec lui. Réponse. Connard, mais c'est quoi ça? Je vois pas que c'est complètement traumatisant ce qu'il fait. À la base, ça devait être des enfants, et ils te font un truc pareil. Je sais pas, mais juste dire que ce sont des gens de 20 ans, puis tout le monde dit dans ce film qu'ils sont des enfants, mais des enfants, je vous le rappelle, c'est moins que 13 ans, et ici ils ont l'air d'avoir la vingtaine. C'est quoi cette connerie, quoi? Et franchement, je dis bien, je ne vous parle pas des gars de prout qui sont complètement stupides, des caméos inutiles comme par exemple Star Wars ou un groupe de football américain, ou encore Borat dans la version longue. Et Borat, lui, ne sert quasiment à rien, et ça n'a rien à voir avec les films d'aventure. C'est une comédie trash et qui n'a rien à voir avec les films d'aventure, c'est tout. Et bien sûr, la pluie blanche, enfin, pour justifier aux personnages qu'elle paye que lui et les trois autres personnages sont frères, ils ont juste qu'à montrer un portrait des gamins avec leur tête dessus. C'est hyper crédible, oui, on va tous y croire, hein. Non mais franchement, un peu de... Voilà un peu d'effort, quoi. Là, c'est limite du genre m'en foutiste, là. Et la blague, et quant à aux autres blagues, mais je laisse tomber, quoi. C'est juste con. Et pour le tweet Pirates des Caraïbes, c'est vraiment le moment où, enfin, dans le navire de Jack Sparrow, c'est là où ça part terriblement en couille, quoi. On va dans le navire, et là, il y a un clip show avec un rap que je dois dire, bon, la chanson ça va, mais ça me fait chier que ce soit avec des acteurs pourris et des produits de consommation placés par hasard dans le clip. Franchement, et je ne parle pas pour le fait que Jack Sparrow, il trahit son pote qu'elle paye parce qu'il a été payé par la pute blanche. Là, il y a un problème. Parce que comment il a pu être payé par la pute blanche s'il était enfermé? Ouais. Fuck la logique. C'est... Je suis d'accord que la parodie c'est un délire, mais il faut que les gags aient une certaine logique dans l'histoire. Là, c'est juste n'importe quoi. Et vous savez quoi, dans la version longue, parce que j'ai vu 2 fois le film. J'ai vu le film normal et la version longue. Et dans la version longue, il y a une scène qui n'apparaît pas, mais qui est complètement idiote et qui est plagiée sur une scène très mythique de Superman Returns. C'est la scène où Lex Luthor, il explique le plan à Lois et au fils de Superman, je vous le dis tout de suite. Vous vous souvenez de cette scène? C'est genre, mais vous allez détruire des milliers de personnes? Oui, des milliards même. Allez, dis-moi. Je sais que tu as ça dans le mot. Et Lois, elle dit, Superman t'en empêchera. Why? Voilà, c'est cette scène-là. Elle est connue sur YouTube, elle est connue sur le web. C'est l'une des scènes cultes du film. Et bien sûr, ils l'ont complètement copié. Et bien sûr, je vous parle. Et en plus, je sais plus comment expliquer. Ce film, c'est de la merde. Voilà. Ce film, il n'y a presque rien à garder. C'est pas possible. Autant les 3 premiers, il y avait quelques gars qui marchaient, mais là, c'est n'importe quoi. De toute façon, toute la filmographie de ces 2 couillons, c'est de la merde. Ils ne servent à rien. Donc voilà, vous pouvez garder vos serments pour vous. Vous pouvez dire n'importe quoi, mais moi je m'en fous. C'est non. Je ne veux plus vous suivre.
Et c'est terminé pour ça. Quoi? Quelle merde, le scénario de Superman. Quelle merde, le scénario de Superman. Ils ont eu les couilles de dire que le scénario de Superman Returns, c'est de la merde. Fuck you. Si vous m'énervez les gars, vous m'énervez, je vais vraiment brancher cet engin. Et j'espère que je termine vite la critique de ce film avant que je pète un câble. Donc, donc je vous rappelle, bien sûr, le Kal-El se fait enfermer. Yasuo arrive, il se fight façon Hong Bak sur le prêtre sadomasochiste. Bien sûr, il gagne, il se fait tuer par la pute blanche. Et bien sûr, il faut que Captain Obvious arrive, enfin, le casteur Captain Obvious arrive et qu'il dit, le lion il est mort. Oh, mais bien sûr, on n'avait pas compris, c'est normal, on est tous cons, c'est vrai. Vous croyez que le public, ils ont la même intelligence que vous, quoi? Et la scène de fait juste débile, je la passe direct parce que c'est complètement... c'est vraiment no comment sur cette scène qui est juste... Putain, mais c'est débile, quoi. Je la passe. Et ensuite la bataille finale, c'est juste... déjà, pas avantageux pour les héros, mais ça, on s'en doute. Et bien sûr, Jack Sparrow revient, alors que j'ai oublié de dire qu'il s'est fait tuer par la pute blanche. Et bien sûr, il se fait avoir par... il se fait avoir par la pute blanche et tout ça. De toute façon, ils ne savent pas c'est quoi un vrai film. C'est pas possible. Quand ils voient des films, ils ne les regardent jamais. Ils se contentent que de voir la bande-annonce, seulement une parodie. Il faut avoir vu les films pour pouvoir faire des gags. Si ça sert à rien, si ça sert à rien de voir les films, ça ne sert à rien de faire ces parodies. Donc, quand il n'y connaît rien au film, on ferme sa gueule. Jack Sparrow nul. J'espère que toi, tu vas mourir dans l'atroce souffrance qu'elle paye. Tiens, dans ta race, voilà ce que ça fait de maltraiter Bryan Singer et Gore Verbinski dans ta gueule. Et puis, ensuite, il y a une référence de Glee qui ne sert à rien. Puis les personnages principaux jouent en grand tricheur en tuant les sbires de la pute blanche sur pause. La pute blanche se fait tuer. Ils deviennent vieux et donc il y a le personnage qu'elle paye méga vieux avec une tête de con qui dit c'est Chuck Norris le plus fort. Est-ce que par hasard cette scène n'a pas été utilisée plusieurs fois par plusieurs personnes? Parce que je sais pas, parce que ça c'est pas vraiment une nouvelle quoi. Et bien sûr ils rentrent dans leur monde, ils redeviennent tous jeunes comme dans le film original. Ils rencontrent Borat qui normalement devait être dans le monde de Narnia. Les personnages principaux se font buter, Borat monte son cul et voilà, c'est fini. Donc voilà, vous avez un bref résumé de ce qu'est Epic Movie. Ce film, c'est juste de la merde. C'est pourri à ce point. Il y a des films parodies qui peuvent être mauvais mais ils ont un petit quota d'humour qui est sympa. Même Scary Movie 2 est mieux que n'importe quel film de ces deux couillons. La réalisation de Epic Movie, il est juste dégueulasse. Les effets spéciaux, ils sont minables. Les personnages, ils sont débiles. Ils sont détestables. Le scénario, il est juste pathétique. N'essayez même pas de le voir pour s'amuser parce que ce film n'est même pas amusant. Il est juste énervant. Il est juste détestable. Le seul truc que vous pouviez faire, c'est de le brûler, de le détruire et de faire en sorte que personne n'y touche. Donc, le seul truc que vous n'arriverez peut-être pas à y croire, c'est qu'il n'a que 28 références, alors que Vampire Suck, il en avait une bonne trentaine, et que Spartatouille en avait une petite vingtaine. Donc, voilà. Et je vous dis pas de Disaster Movie que c'est le pire de leur filmographie. Donc,
pour la dernière partie de la rétrospective, ce sera sur ce film. Et vous allez me voir, mais vraiment en rogne, mais de vrai. Là, j'étais peut-être un peu gentil au début, mais là, franchement, qu'ils aillent se faire foutre. Maintenant, c'est la guerre et le carnage.